Donc Bernard Friot, évidemment, vous le connaissez, sociologue du travail, économiste, donc il est connu notamment pour son travail sur la création de la valeur et sur les notions de salaire et de sécurité sociale. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé à la Libération à propos de la sécurité sociale? Il faut revenir à ce point historique pour voir ce que c'est qu'une démarche communiste pour aujourd'hui. En 1945, la sécurité sociale est pléthorique. Vous avez plus de 1000 caisses de sécurité sociale. Vous avez 70 000 salariés qui travaillent dans ces caisses. Et elles ont été créées entre 1880 et 1940 par les patrons. La Sécu n'est pas du tout née en 1945. En 1945, elle est là dans sa totalité. Et sur une initiative pour l'essentiel patronale, avec au cœur du dispositif, plus de 55% des prestations, les allocations familiales. Et les allocations familiales sont extrêmement mal vécues par les travailleurs parce que c'est une arme de guerre contre la hausse des salaires. Elles ont été créées d'abord dans la fonction publique parce que en 1880-1890, il n'y avait que le salaire des fonctionnaires qui faisait l'objet de débats publics. Il n'y avait aucun débat public sur le salaire, nulle part, aucune négociation, rien de tout cela, sauf lorsque les députés décident de la loi de finances pour l'année d'après et donc s'interrogent sur comment éviter la hausse des salaires des fonctionnaires. Et ils ont trouvé la réponse en la concentrant sur les seuls chargés de famille. C'était l'invention du supplément familial pour s'opposer à la hausse des salaires des fonctionnaires. Et puis, ça a été étendu dans les années 30 à la loi de 32 qui rend obligatoire les allocations familiales dans le privé en vendant au patron le truc. Ça va vous permettre d'éviter la hausse des salaires. Et de fait, les allocations familiales vont être utilisées, parce que quand on prend par exemple les occupations d'usines de 1936, ce qu'on appelle les accords de fin d'occupation d'usine, enfin, qui étaient en général des sentences de médiateurs qui s'imposaient aux deux parties. Eh bien, les sentences des médiateurs, s'il y avait une revendication de hausse de 20% du salaire dans la boîte, ben c'était 10-10, 10% de hausse du salaire, et puis 10 points de cotisation patronale aux allocations familiales. Si c'était 30%, c'était 15-15, si c'était 10%, c'était 5-5. C'est pour cela que lorsque Croizat, ministre communiste du Travail et de la Sécurité sociale, arrive, il y a des taux de cotisation aux allocations familiales qui vont de 4 à 17% du salaire brut. 4%, c'est le minimum de la loi de 32. Et puis 17% dans les boîtes où il y avait une énorme bagarre sur la hausse des salaires. Et c'était un supplément familial, c'est-à-dire que n'avaient pas droit aux allocations familiales des travailleurs chargés d'enfants en arrêt maladie. Ah non, au chômage, non, en retraite, pas du tout, en invalidité, non. Il fallait être sur son poste de travail pour avoir droit aux allocations familiales. C'était vraiment, encore une fois, un élément du salaire réservé à une fraction seulement des travailleurs. À côté de ça, vous aviez les assurances sociales de 1930. Alors, les allocations familiales, c'est une gestion exclusivement patronale. C'est des caisses patronales avec gestion exclusivement patronale. Les assurances sociales de 1930, c'est paritaire. Mais paritaire, ça veut dire patronal, puisqu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Et donc, cette gestion vaut donc pour la santé et la vieillesse. La santé, il ne se passe pratiquement rien, puisque d'une part, les soignants de ville se syndicalisent, leur syndicat à ce moment-là, les infirmiers, les médecins, les kinés, etc. Le syndicalisme des libéraux se crée à ce moment-là. La CSMF est créée en 1933-1934, en réaction à la loi sur les assurances sociales, pour empêcher le conventionnement, refuser le conventionnement avec l'assurance maladie.
Donc, ils ne sont pas remboursés, puisqu'il n'y a pas de convention. Et donc, l'assurance maladie n'a pas beaucoup de dépenses en matière de santé de ville. Quant à l'hospitalisation, il faut être insolvable pour aller à l'hôpital public. Dès lors qu'on est solvable, on n'a pas le droit d'y aller. Donc, les assurés sociaux étant solvables, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital public. Nous avons donc un dispositif de santé qui est réservé alors à la bourgeoisie, dans des cliniques privées ou dans des soins de ville non remboursés, et puis des offices d'hygiène sociaux, de la santé publique, de la médecine du travail, de la PMI pour la population populaire. L'excédent du coût de l'assurance maladie va au déficit des allocations familiales. En matière de retraite, nous avons un dispositif qui est « j'ai cotisé, j'ai droit ». C'est les prestations sont en fonction des cotisations. C'est les cotisations qui décident des prestations. Et si on prend les accidents du travail, ils sont couverts, mais par des compagnies d'assurance. Il y a une obligation depuis 1898, c'est pas du tout nouveau, et c'est relève de la logique absolument assurantielle. Les collaborateurs, comme on disait à l'époque, où il a fallu changer très vite le nom en 1945, évidemment, les employés supérieurs, les ingénieurs, etc. On va trouver le mot de cadre pour les désigner. En 1945, les cadres n'étaient pas concernés pour les assurances sociales, mais ils avaient des contrats d'assurance groupe dans les entreprises qui couvraient à peu près les mêmes risques en matière de santé et de vieillesse que les assurances sociales. Mais là, nous avons des contrats d'assurance groupe. C'est donc des logiques assurantielles. Alors, vous avez le statut de la fonction publique et les retraites de la fonction publique, et vous avez le régime depuis 1937 de la SNCF. Vous avez donc tout l'éventail de la sécurité sociale est là, et c'est pour l'essentiel un dispositif patronal. La sécurité sociale, en soi, n'est pas défendable. Ce n'est pas la Sécu qui est en soi progressiste. Ce qui est absolument époustouflant, c'est la subversion que les communistes vont faire de la Sécu en 1946. 1945 n'est pas du tout une date. C'est rien du tout, 1945. Encore une fois, tout est là. La date, c'est 1946. En 1946, et en particulier de janvier à juillet 1946, c'est donc une œuvre qui se fait très vite et qui n'est possible que parce qu'il y a une mobilisation populaire considérable, une mobilisation populaire qui va venir évidemment à l'appui de la présence de ministres communistes au gouvernement, mais ils étaient sur des strapontins et dans des choses qu'on donne à des communistes, vous voyez, ils étaient au travail, à la santé, enfin des trucs qu'on donne à des communistes, aucun ministère régalien, pas les finances, rien de tout ça, bien sûr, bien qu'ils aient emporté les élections, les premières élections d'après-guerre en novembre 1945. De Gaulle est d'ailleurs tellement excédé de devoir nommer 5 ministres communistes qu'il démissionne tout de suite. Quand Kessler raconte la fable des communistes aux gaullistes sous l'égide du CNR, on crée la Sécu en 1945, nous sommes dans la fable absolue. Tout ça ne s'est passé. De Gaulle donc démissionne dès janvier 1946 et va être un adversaire résolu de quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les communistes subvertissent la sécurité sociale? Donc ce n'est pas la sécurité sociale qui est intéressante, c'est un truc patronal. Ce qui est intéressant, c'est la subversion qu'opèrent les communistes dans le Parti communiste et avec des ministres communistes, et les communistes de la CGT, parce que eux seuls, la CGT, en 1944, 1945, 1946, 1947, c'est un immense foutoir qui va déboucher sur la scission de FO en 1947 et de la FEN en 1948. Les socialistes et les trotskistes sont absolument occupés à organiser ces scissions. Le régime général, ils s'en foutent éperdument.
J'ai prononcé le mot régime général. C'est cela qui va être la subversion communiste. Seul contre tous, je le dis, aucune alliance des communistes aux gaullistes sous l'égide du CNR, c'est de la blague. La subversion qu'opèrent les communistes de la sécurité sociale, c'est de réunir ces 1000 caisses qui étaient des caisses de branche, des caisses d'entreprise, des caisses interprofessionnelles s'agissant des assurances sociales, des caisses territoriales s'agissant des allocations familiales, etc. Un dispositif complètement illisible, hein, ça a été de l'unifier, d'en faire un régime général, une institution de classe. De classe parce que gérée par les travailleurs. Alors, les ordonnances de 1945 sont une défaite de la CGT. Hein. La CGT, en août 1945, lorsque, sous l'impulsion de Croizat, dans l'Assemblée provisoire, hein, puisque les élections n'ont lieu qu'en novembre 1945, après les ordonnances, la CGT se bat pour un régime général sans État et sans patron. Sans patron, ça paraît évident, mais sans État. La CGT est absolument hostile à une institution étatique, parce qu'elle sait ce que ça donne, l'État. Elle est pour une institution gérée par les travailleurs eux-mêmes. Elle ne va pas réussir totalement, puisque l'État conserve la définition et des cotisations et des prestations, ce qui est quand même beaucoup. Pas de patron. Là, elle réussit mieux, en tout cas pour santé et vieillesse, 3/4 de travailleurs, 1/4 de patrons. Mais, et là, l'unité que revendique la CGT est malmenée dès les ordonnances de 1945, encore une fois, sont une défaite de la CGT, en proposant 2 caisses. Les allocations familiales, qui sont le cœur du dispositif, les allocs. Hein. On est au cœur, là. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Aujourd'hui, c'est relativement secondaire, hein, la CAF, mais pas du tout à l'époque. Et puis, santé et vieillesse de l'autre. Hein. Avoir 2, non pas un seul régime, mais 2 régimes. L'enjeu, c'est un enjeu de pouvoir. Parce que dans les allocations familiales, il y a certes 1/4 de patrons, mais il n'y a que moitié de travailleurs. Il y a un autre quart qui sont des travailleurs indépendants, indépendants des familles, qui votent toujours avec les patrons. En tout cas, la subversion sur laquelle vont organiser ces travailleurs au cours du premier semestre de 1946, c'est, dans les limites que je viens de dire, d'instituer une gestion par des travailleurs élus. Les premières élections ont lieu en avril 1947, d'un dispositif qui représente, dès le départ, la moitié du budget de l'État. Il faut voir l'énorme fierté, quand on regarde les archives de la CGT, l'énorme fierté de travailleurs qui peuvent dire, par exemple, nous attribuons, en tant que gestionnaire du régime général, 4 fois plus d'argent à l'hôpital que le ministère de la Santé. Ils sont en capacité, la socialisation de la valeur qu'opère la cotisation au régime général est en capacité d'assumer infiniment plus que le ministère en matière de santé, par exemple. Unification dans les limites que j'ai dites, gestion par les travailleurs dans les limites que j'ai dites, et puis 3e subversion, unité interprofessionnelle du taux. On avait, en matière d'allocation familiale, par exemple, nous avions des taux qui allaient de 4 à 17% du salaire brut d'une boîte à l'autre. Vous avez des caisses qui géraient 300 taux différents, enfin des trucs absolument, encore une fois, illisibles, et surtout qui étaient aux mains des patrons. À partir de 1946, nous avons un taux unique interprofessionnel, d'où l'absurdité de revendiquer une modulation des taux selon les entreprises. C'est tellement absurde. Hein. C'est l'unicité interprofessionnelle du taux qui est absolument décisive. Et c'est cette triple caractéristique
qui va subvertir la sécurité sociale. Moi, je ne défends pas la sécurité sociale, elle n'est pas défendable en tant que telle. Ce qui est défendable, c'est le régime général de sécurité sociale. Et le régime général de sécurité sociale, il va se heurter immédiatement à la réponse patronale. La réponse patronale, ça va être les régimes complémentaires et la mutualité. Les ministres communistes sont là sur un strapontin, puisqu'ils sont nommés en novembre 1945 par un De Gaulle qui est tellement fâché de l'avoir fait qu'il démissionne, lui, tout de suite, dès janvier. Mais Léon Blum va les vider pour faire un ministère SFIO homogène en décembre 1946. Qui va, d'ailleurs, son premier geste, c'est d'aller à Washington négocier les débuts du plan Marshall. C'est tellement ridicule d'éliminer complètement les communistes du gouvernement qu'il est obligé de les rappeler, d'en rappeler quelques-uns, mais pas Marcel Paul, par exemple. Marcel Paul, à la production industrielle, disparaît. Alors, Croizat revient, mais pratiquement, ils sont politiquement morts. Ils reviennent en janvier 1947, mais ils sont politiquement morts, et en mai 1947, Ramadier les élimine définitivement. Et qu'est-ce qui se passe alors en 1947? Une riposte immédiate au régime général. C'est l'AGIRC, en mars 1947, une riposte patronale, et puis la loi Maurice, mars 1947 aussi, qui confie aux mutuelles le régime d'assurance maladie au premier franc des fonctionnaires. Merci les fonctionnaires, c'est eux qui ont sauvé la vie aux mutuelles, qui sont aujourd'hui l'adversaire fondamental du régime général en matière d'assurance maladie et l'atout patronal pour contrer le régime général. Quel est l'enjeu de cette riposte patronale? Parce que qu'est-ce que fait le régime général et qu'est-ce qu'il nous donne comme règle d'action? Premièrement, il gère. Pourquoi est-ce qu'il y a... Les auteurs des ordonnances de 1945 étaient persuadés que ça ne se ferait pas. C'est pour ça qu'ils ont fait les ordonnances, même d'ailleurs en les faisant très en dessous, voire contre ce qu'avait préconisé la CGT en août. Ils étaient persuadés que ça ne se ferait pas. Or, ça va se faire, ce régime général, parce qu'il va y avoir une mobilisation que le film La Sociale de Gilles Perret reprend un petit peu, mais pas du tout à la hauteur où ça a été. Une mobilisation imprévue, aussi bien d'ailleurs des communistes que de leurs adversaires, socialistes, MRP ou gaullistes. Cette mobilisation, pourquoi? On voit dans le film La Sociale, Jolfred Fregonara qui raconte comment à Annemasse, il monte le régime général de la Savoie ou de la Haute-Savoie, je ne sais plus, et avec ce copain là qui à 10h du soir là établit les listes des électeurs, etc., etc. D'accord? Il y a une mobilisation considérable. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu de gestion d'une institution qu'on ne veut pas confier à l'État, mais que les travailleurs veulent gérer eux-mêmes. C'est une fonction collective ayant force de loi, le régime général. Encore une fois, c'est la moitié du budget de l'État dès sa naissance. En 1960, c'est l'équivalent du budget de l'État. Aujourd'hui, c'est très supérieur au budget de l'État. Et cette fonction collective ayant force de loi qui s'impose, ça aurait dû être, je ne sais pas quoi, des fonctionnaires, ça aurait pu être l'État. Non, c'est les travailleurs eux-mêmes. Et ça, c'est la CGT qui l'impose. Quand on dit la CGT, elle adore l'État, mais ce n'est pas vrai du tout. La CGT a une pratique largement autogestionnaire. Et c'est ça la force qui va mobiliser
Je ne suis pas dans la rue à protester. Je suis en train de m'emparer en tant que travailleur d'une instance d'État. Je suis en train de construire un État communiste. Un État communiste, c'est lorsque les fonctions collectives sont gérées par les intéressés eux-mêmes. Voilà une première règle de toute action communiste. Gérer, pas protester. Mais gérer quoi? Ah, ben voilà. Quand on voit ce qu'était le cœur de la Sécu en 1945, un truc peu ragoûtant, les allocations familiales telles que je les ai décrites, qui en plus étaient encastrées dans une logique familialiste du code de la famille de 1939, dans un souci de travail, famille, patrie. C'est dégoulinant, c'est répugnant le truc. Ils auraient pu dire, ils auraient pu ne pas être communistes, d'accord, être anticapitalistes. Ils auraient pu être anticapitalistes, du passé faisons table rase, nous ne sommes rien, soyons tout. Ils auraient pu ne pas être marxistes. Ils auraient pu ne pas lire le capitalisme comme une contradiction dont il faut s'emparer. Ils auraient pu le lire comme le fait un anticapitaliste lambda, une structure de domination qui génère des victimes et dont il faut se débarrasser par une prise du pouvoir d'État, puis après on fera le socialisme, et puis après on fera le communisme. Tout ce projet social-démocrate en Europe de l'Ouest, qui a été complètement transposé par Staline dans une imposture intellectuelle absolue, ce qu'il appelle le marxisme-léninisme, ce qui est là de la social-démocratie dictatoriale, où on reste dans la même position, c'est-à-dire que le communisme, c'est pour demain. C'est pour demain, parce qu'il ne peut pas y avoir d'îlot communiste dans le capitalisme. Le capitalisme, ça se détruit. Puis après, on fait autre chose. Si donc les communistes avaient été anticapitalistes, ben ils auraient dit « Oh, poids, oh, c'est dégueulasse ». Ils ont subverti. C'est ça un communiste. Ce n'est pas un anticapitaliste. Il ne fait pas du passé table rase. Évidemment qu'il est anticapitaliste au sens où il faut sortir du capitalisme, bien sûr. Mais comme Marx nous le dit, par le mouvement réel dans lequel une classe révolutionnaire s'empare des institutions pour les subvertir. Voilà une autre règle d'action pour être communiste aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans le capitalisme actuel, s'offre à nous comme institution que nous pouvons gérer à la place des capitalistes en subvertissant leur sens? Quelle subversion va faire le mouvement communiste en 1946 des allocations familiales? Les allocations familiales, c'était un sursalaire familial. Il fallait être sur son poste de travail, pas simplement dans l'emploi, parce que quand on est en arrêt de maladie, on est dans l'emploi. Non, non, sur son poste de travail, pour avoir droit aux allocs. La loi d'août 46, la loi Croizat d'août 46, dénoue complètement le droit aux allocations de l'emploi. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui n'a jamais eu d'emploi, a droit aux allocations familiales dès lors qu'il y a 2 enfants. Et c'est du salaire. Ce n'est pas un revenu financé par la CSG de Rocard, qui nous dit, attendez, ah ben non, les parents, il y a un coût de l'enfant, donc il faut de la solidarité fiscale pour assurer le coût de l'enfant. Et j'invente la CSG. Pas du tout. Croizat pose les parents comme des travailleurs qui ont droit à 220 heures de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie. Et dans la loi
par mois. C'est-à-dire que c'est plus que ce que font les ouvriers spécialisés de la métallurgie. Ils ne font pas 220 heures par mois. C'est-à-dire qu'on pose les parents comme ayant droit au salaire davantage qu'un ouvrier spécialisé de la métallurgie. On sort le salaire de l'emploi pour le lier à la personne. C'est ça que veut détricoter Kessler. En matière de retraite, mais la subversion est exactement la même. C'était j'ai cotisé, j'ai droit. C'est finalement... Oula. Bon, peu importe. On va laisser ça. Laisse tomber, Pierre. C'est à la mesure de ce que j'ai mis au pot commun quand j'étais actif que j'ai droit de bénéficier des cotisations des actifs actuels. La Sécu patronale, c'est la solidarité intergénérationnelle. Quand je suis actif, c'est-à-dire quand je suis dans un emploi qui met en valeur du capital, je ne dépense pas tout mon salaire, j'en mets une partie au pot commun, et ma foi, lorsque je ne suis plus actif, lorsque je suis ancien travailleur, j'ai le droit de récupérer à travers, non pas mes cotisations, on est en répartition, à travers les cotisations des actifs actuels, ce que j'ai mis au pot commun quand j'étais moi-même actif. Solidarité intergénérationnelle. Ça, c'est la riposte patronale de 1947. La riposte patronale de 1947, c'est chacun va avoir un compte, c'est la GIRC, le compte de ses cotisations, et il aura une pension en fonction de ses cotisations. C'est la riposte patronale à quoi? À la subversion. C'est la riposte patronale dont Macron veut faire la norme aujourd'hui, pour tout le monde. D'accord. À ce que les communistes de 1946 ont mis en place, et qui est aux antipodes de la solidarité intergénérationnelle, qui est la transposition, c'est ce que fait Croizat explicitement, en août 1946, là encore, la transposition dans le privé des règles de fonctionnement du régime de la fonction publique. Le régime de la fonction publique pose la pension comme la poursuite du dernier salaire. Pourquoi? Parce que le statut de fonctionnaire, c'est le cœur de la fonction publique. Alors là, il faudrait, j'ai pas le temps, on reste sur la Sécu, mais il faudrait revenir à toutes les bagarres qui vont de 1906 à 1946, jusqu'à la loi Torres, autre ministre communiste, d'octobre 1946 sur le statut de la fonction publique, pour montrer comment ce qui se construit d'inouï, c'est le fait que le salaire est attaché à la personne du fonctionnaire et non pas à son poste. Alors que dans le privé, le salaire, il est attaché au poste. La convention collective, elle définit une qualification du poste. C'est le poste qui est qualifié. Un salarié du privé n'est jamais payé, lui, c'est jamais lui qui est payé, c'est son poste. S'il n'a pas de poste, il est à poil. Donc, la qualification est celle du poste, alors que dans la fonction publique, la qualification est de la personne. C'est le grade du fonctionnaire. C'est né dans la marine, c'est pour ça que le vocabulaire est militaire, mais c'est le grade du fonctionnaire. Et son grade ne s'éteint pas avec la fin de son service. Un prof certifié, je ne sais pas quoi, un ouvrier d'État, il l'est jusqu'à sa mort, parce qu'il a une qualification qui est liée à sa personne. Et donc la pension, c'est la poursuite de son traitement, qui par ailleurs ne peut pas baisser au cours de sa vie, puisqu'il a une qualification qui est attachée à sa personne, qui ne connaît pas le chômage, puisque ce n'est pas son poste qui est payé, c'est lui.
Pourquoi est-ce que les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire pendant le confinement? Alors certains n'ont plus travaillé, hein, évidemment, toutes les soignantes. Mais d'autres ont fait comme tout le monde, c'est-à-dire pas fait grand-chose. 100% de leur salaire, évidemment. Évidemment. Puisque c'est une invention formidable, cela. Communiste. Que de lier la qualification à la personne et non pas au poste. Si votre qualification, si vos droits sont liés à votre poste, mais vous êtes en permanence dépendant des employeurs. Il faut que vous alliez quémander auprès d'un employeur vos droits. Si vos droits sont liés à la personne, ah, ça change tout. Et donc, tout l'enjeu pour les communistes en 1946, c'est de subvertir le j'ai cotisé, j'ai droit, qui liait le droit à pension au fait d'avoir eu un emploi à la mesure des cotisations de l'emploi. Pour dire pas du tout, les retraités sont non pas d'anciens travailleurs, mais des travailleurs qui ont droit à la poursuite de leur salaire. Alors, c'est le salaire des 10 dernières années à l'époque, mais dans l'esprit de Croizat, ça doit devenir progressivement les 5 dernières et progressivement les 6 meilleurs mois, comme dans la fonction publique, évidemment. Donc là encore, qu'est-ce que c'est? C'est bien une dissociation du salaire et de l'emploi. Qu'est-ce que c'est que prendre sa retraite? Ben, c'est, pour toucher mon salaire, je n'ai plus besoin de quémander des droits auprès d'un employeur. Ma personne est titulaire de droits. Cette mutation absolument formidable va être contrée immédiatement par la GIRC en disant non, 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 non. C'est aucune référence au salaire dans la GIRC, pas du tout. Il n'y a aucun salaire de référence. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur les 350 milliards de pensions, grâce aux communistes, grâce à la subversion qu'ils ont fait en 1946, sur les 350 milliards de pensions, 340 milliards, pardon, il y en a 250 qui sont calculés sans tenir aucun compte des cotisations. C'est un salaire de référence. Un retraité, c'est un salarié. Ce n'est pas un ancien salarié. C'est un salarié enfin débarrassé du marché du travail. Vous voyez que là, nous sommes en train de sortir, mais en utilisant l'institution et en la gérant, en train de sortir le statut du travailleur du marché du travail. On le libère du marché du travail. Aujourd'hui, quand on additionne les 5 millions de fonctionnaires sur les 6 millions de salariés des services publics, il y a 1 million de contractuels et 6 millions de fonctionnaires. 5 millions de fonctionnaires, pardon. La moitié des retraités qui ont une pension supérieure au SMIC et qui est entre 75 et 100% de leur salaire de référence. Donc, c'est une poursuite du salaire. 8 millions. EDF, GDF, tout ce qui reste des salariés à statut. Hein. Marcel Paul, il copie complètement le statut de la fonction publique à l'EDF, GDF. Hein. Le décret Marcel Paul de juin 1946, c'est le copier-coller du statut de la fonction publique. Il appelle d'ailleurs la pension le salaire d'inactivité de service. Et c'est tout à fait calculé en fonction, non pas de cotisation, bien sûr. Ça, c'est la logique patronale. Mais en fonction d'un salaire de référence. Vous additionnez donc RATP, SNCF, enfin tous les statuts que les gouvernements de gauche et de droite s'emploient à détricoter, hein, tellement c'est communiste, hein, ce statut. Pourquoi? Parce qu'il libère le travailleur du marché du travail, une institution décisive du travail dans le capitalisme. Et il en est libéré non pas par la garantie qu'il aura toujours des contrats. Ça ne le libère pas du tout du marché du travail, parce qu'il faut qu'il ait des contrats. Alors on garantit qu'il en aura un, soit État employeur en dernier ressort, soit sécurité emploi formation. Mais on ne sort pas du schmilblick capitaliste, là, pas du tout. On n'est pas du tout fidèle à la création communiste,
qui lie le droit à la personne et non pas à son contrat. Comment voulez-vous faire une mutation écologique tant que les droits sont liés au contrat de travail? Moi, je ne dirais pas faire la morale à des salariés qui ne voudront pas que leur boîte, qui fait de la merde du point de vue écologique, ferme, puisque leurs droits sont liés à leur poste. Si nous voulons faire la nécessaire bifurcation écologique, il faut absolument qu'aucun droit ne soit lié au contrat de travail, mais que les droits soient liés à la personne même. Or, c'est ce que nous avons inventé, magnifiquement, au point qu'aujourd'hui, le tiers des plus de 18 ans, j'additionne tout ce dont j'ai parlé, et je n'ai pas parlé du chômage. Le chômage, là encore, un échec de la CGT en 1945, hein. Je le dis à tous ceux qui répètent la saga. Il était une fois le CNR, et en octobre 1945, les ordonnances de 1945 créent la sécurité sociale. Stop! Ce 1945 fantasmé, cette histoire de 1945 fantasmée, c'est le tombeau de 1946 dans nos mémoires. C'est pour qu'il n'y ait pas d'histoire populaire telle que je vous la raconte. Pour qu'il n'y ait pas l'histoire des prémices du communisme telles que nous avons su commencer à le mettre en œuvre et telles que nous allons continuer. Parce que si nos concitoyens sont tellement attachés à ce qu'ils appellent la Sécu, mais encore une fois, la Sécu en tant que telle, elle n'est pas défendable, si c'est tellement attachés finalement au régime général de sécurité sociale, c'est à cause de la subversion communiste qui en a été faite. À nous de savoir, mettre le mot communiste sur cette institution, et non pas démocratie avancée, etc., qui sont des restes de stalinisme, encore une fois. Hein. Il ne peut pas y avoir d'îlot communiste dans le capitalisme. Il faut d'abord prendre le pouvoir d'État, puis c'est le purgatoire. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, c'est le purgatoire socialiste, et après c'est le paradis communiste. Plus de violence. Abondance, plus de travail, plus de valeur, le ciel. Tant qu'on croit au ciel, on est dans la consolation du futur, demain, et on est dans l'abstention de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire le communisme aujourd'hui, dans le capitalisme, en étant marxiste, c'est-à-dire en posant le capitalisme comme un mode de production contradictoire, dans lequel une classe révolutionnaire est en train d'instituer dans la lutte de classe des alternatives aux institutions capitalistes du travail. Lier la qualification à la personne, poser les parents comme ayant droit au salaire, poser les retraités comme ayant droit au salaire, poser les chômeurs comme ayant droit au salaire, puisque l'UNEDIC de 1958 proclame le droit au salaire des chômeurs. Au départ, c'est 33% du salaire brut, mais dans toutes les bagarres des années 60 et 70, ce sera 57% du brut en 79. C'est toujours 57% du brut. Parce que notre bagarre pour le droit au salaire des chômeurs, elle est très faible. Pourquoi? Parce que, pour la même raison que notre bagarre contre la retraite Macron ne porte pas du tout sur le droit au salaire des retraités. Pas du tout. Ah non, on ne se bat pas là-dessus. On se bat sur le pouvoir d'achat des retraités, ce qui est une cause légitime. Mais ce n'est pas le communisme. Le communisme, c'est changer le statut du travailleur, de sorte qu'il devienne souverain sur le travail. Et pour ça, il faut qu'il ait des droits liés à sa personne, pas à son entreprise. Sinon, c'est foutu, il fermera sa gueule. Si les droits sont liés à ma boîte, je ferme ma gueule, bien sûr. Seuls des droits liés à ma personne me font communiste, c'est-à-dire en capacité de souveraineté sur le travail. Or, nous ne sommes pas dans le zéro de ce côté-là. Si aujourd'hui, sur les 340 milliards des pensions de retraite, 250 sont calculés
en fonction de salaire et non pas en fonction de cotisation, c'est parce que la subversion communiste n'a pas disparu. Mais elle va disparaître si nous continuons à ne pas l'assumer, à ne pas la généraliser, à ne pas l'actualiser. Qu'est-ce que ça veut dire actualiser 46 dans ce qu'il dissocie le salaire de l'emploi? Mais c'est poser, c'est enrichir la citoyenneté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a fait la classe révolutionnaire qui a réussi jusqu'ici? C'est-à-dire la bourgeoisie, qui a réussi face à la classe dominante qui était l'aristocratie. Elle a fait cette déclaration absolument inouïe que les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dans une société féodale, ça n'a aucun sens. Et ça va se traduire par cette abstraction de la citoyenneté qui va se construire tout au long du XIXe siècle autour du droit de suffrage, c'est-à-dire que tout majeur est postulé en capacité et en responsabilité de la chose publique. Inouï. Là, nous avons une classe révolutionnaire, celle dont il faut qu'on se débarrasse aujourd'hui, bien sûr, mais qui a été révolutionnaire. C'est quoi être classe révolutionnaire aujourd'hui? C'est poser que tout majeur de 18 ans à sa mort est en capacité et en responsabilité du travail, de définir l'investissement, de définir la création monétaire, de définir quel travail va être fait, comment, selon quel collectif. C'est ça, être communiste aujourd'hui. Et donc, ça doit se traduire par un droit de citoyenneté enrichi. À 18 ans, tout le monde a le premier niveau de qualification. Quel que soit son passé scolaire, quel que soit son handicap, il a les 1 700 € revendiqués comme SMIC. Tout le monde à 18 ans. Si vous voulez distribuer à tous ceux qui ont 18 ans 1 700 €, ça suppose une toute autre école, qui ne soit pas l'école de la compétition sur le marché du travail, mais qui soit l'école de la socialisation à la co-responsabilité sur le travail, à la direction des entreprises. C'est à ça que doit former l'école, à définir ce qui doit être produit, selon quelle division internationale du travail, selon quelle technologie. C'est à ça que ça sert, l'école, à nous former comme des citoyens enrichis, pas simplement du droit de vote, dont on sait ce qu'il donne, et on ne peut qu'approuver tous ces étudiants qui ont occupé la Sorbonne ou Nanterre. Ni Macron, ni Marine. Et donc, voilà, parce que c'est à ça qu'aboutit notre système électoral aujourd'hui. Et ça se répète un peu beaucoup, et de pire en pire. Donc on voit bien que être communiste aujourd'hui, c'est travailler à un enrichissement de la citoyenneté. Que être majeur à 18 ans, ce ne soit pas simplement être postulé en responsabilité de la chose publique, mais qu'au cœur de la chose publique, il y a le travail, il y a la production. Et que c'est donc un droit exprimant cette responsabilité et cette capacité qui doit devenir le droit de la majorité. Salaire à 18 ans, pas allocation d'autonomie. Pas 850 balles. Pas 1000 balles. Salaire. Mais oui, mais il ne travaille pas. Ah, alors qu'est-ce que c'est qu'un travailleur? Et qu'est-ce que c'est que le salaire? C'est ça le point. Dans le capitalisme, n'est travailleur que celle ou celui qui est en train de travailler. C'est-à-dire qui est en train de faire une activité qui met en valeur du capital.
Et ça se comprend. Comme nous n'avons aucune maîtrise du travail dans le capitalisme, le fouet par lequel on nous tient, c'est le fait qu'on est reconnu comme travailleur que quand on fait l'activité qui nous est imposée. Et la rémunération capitaliste, c'est le prix de la force de travail, comme le dit très bien Marx, c'est-à-dire la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. C'est pour cela que, pendant le confinement, ceux qui étaient dans la logique capitaliste, c'est-à-dire les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les CDD, l'intérim, les stages, etc., ils n'avaient pas d'activité, ils étaient à poil. Parce qu'ils ne relèvent pas du salaire tel que la CGT l'a imposé au XXe siècle. Le salaire de la CGT, ce n'est pas le prix de la force de travail. C'est la reconnaissance de la qualification du poste de travail. Je suis payé pour la qualification de mon poste, y compris si je ne fais rien. Pourquoi est-ce que pendant le confinement, les salariés du privé qui avaient un salaire de la convention collective avec un CDI ont eu 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait? Mais parce que le salaire tel que la classe révolutionnaire le construit au XXe siècle, c'est quelque chose qui substitue à une institution capitaliste le prix de la force de travail, tout à fait autre chose. La qualification. Alors, qualification du poste, ça nous laisse avec du chômage possible, mais la grande nouveauté, c'est qualification de la personne. Et donc, la situation des fonctionnaires qui, pendant le confinement, ont conservé 100% de leur salaire, doit devenir la situation de tous. Il faut, c'est ça être communiste aujourd'hui, c'est pousser plus loin ce que les communistes ont construit au cours du XXe siècle. C'est-à-dire attribuer à chaque personne majeure résidant sur le territoire, quelle que soit sa nationalité, le premier niveau de qualification, et puis la possibilité de passer des épreuves de qualification pour monter en qualification. Voilà une proposition communiste qui... Mais ça ne transforme pas toute l'activité que fait un tel travailleur en travail. En ce moment, je ne suis pas en train de travailler. Et pourtant, comme fonctionnaire, je suis payé. Depuis 13 ans, je suis en retraite et je suis payé. Mais je ne suis pas en train de travailler en ce moment. Mon salaire n'est pas la reconnaissance de l'activité que je suis en train de faire. Dire que les étudiants n'ont pas droit à du salaire parce que ce qu'ils font, ce n'est pas du travail. Ou dire au contraire qu'ils ont droit à du salaire parce que ce qu'ils font, c'est du travail. C'est mal poser la question. C'est rester dans la logique capitaliste du travailleur, où on a droit à du salaire qu'à la mesure de l'activité que l'on fait. Or, toute la CGT s'est battue au XXe siècle contre cela. Et elle a obtenu des résultats magnifiques qu'on a bien vus dans le confinement. 84% du salaire pour les salariés du privé, à condition qu'ils aient eu un CDI respectant la convention collective. Tous les autres, à poil, parce que c'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est « je suis rémunéré à la mesure de l'activité validée comme productive que je suis en train de faire ». Et c'est ça, un travailleur. Dans le communisme, un travailleur, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui est en train de faire une activité validée comme productive. C'est quelqu'un qui a un droit lié à sa personne, qui exprime sa responsabilité dans la direction de la production. C'est ça, être travailleur. Et moi, j'entends bien être travailleur jusqu'à ma mort. J'entends bien être responsable de la direction de ce qui se passe dans... J'écris des bouquins, de ce qui se passe dans l'édition. Est-ce que mon éditeur passe par Amazon ou pas, enfin, etc., etc. J'entends bien ne pas être exclu, ne pas être un bénévole. Parce qu'inactif, prétendument libéré du travail, amputé du travail, au contraire. C'est ça le statut communiste du producteur, tel que nous sommes en train de le construire ou pas, évidemment. Est-ce que nous sommes fidèles à 46? Est-ce que nous sommes fidèles, je conclus, à 58, 59, 60. 58, 59, 60, le régime général, géré par les travailleurs, donc,
modifie radicalement la production de soins. La modification est radicale. Premièrement, les professionnels libéraux sont conventionnés à partir de 61. Ils ne l'étaient pas jusque-là. Nous sommes là dans une mutation de l'exercice du travail indépendant. Qu'est-ce que c'est que le travail indépendant? Et les auteurs, les plasticiens, etc., savent ce que c'est. Hein, mais je parle aussi des architectes, des notaires ou je ne sais pas qui, des juristes indépendants. C'est 10% de ténors millionnaires, hein, ou plus, et puis 90% de gratte-la-faim. En matière de santé, nous avons inventé un dispositif de travailleurs indépendants qui gagne, alors cotisations incluses, bien sûr, hein, donc c'est du brut total, hein, y compris les cotisations dites patronales, entre 50 000 et 150 000 euros par an. Aucun nabab et aucun dans la misère. Ça, c'est le communisme qui a su inventer du travail indépendant, sorti de la logique du marché, parce que nous avons une négociation, alors fort mal faite, hein, et puis la Convention de secteur 2 essaye de détruire tout cela, évidemment, et ça, il faut la supprimer, mais une négociation des tarifs, des actes, une nomenclature des actes et une négociation des tarifs. Nous avons un marché qui est régulé par négociation. Tout ça, c'est du communisme. Si on ne met pas le mot communisme, mais comment voulez-vous rendre désirable notre affaire? Parce que c'est pour demain. Tant qu'on croit au ciel, on ne peut pas être communiste, c'est impossible. Or, la plupart des communistes croient au ciel. Faisons retomber le communiste sur terre, si vous voulez bien, d'accord? Et travaillons au communisme ici et maintenant. J'ai donné un exemple, salaire dès 18 ans pour tous. Tout le monde a 1700 € à 18 ans. Et une toute autre socialisation scolaire. Mais nous avons inventé des travailleurs indépendants complètement nouveaux. Donc le communiste n'est pas la fin des travailleurs indépendants, pas du tout. C'est au contraire la possibilité de travailleurs indépendants. Enfin possible. Des vrais indépendants, pas des agriculteurs FNSEA qui dépendent entièrement du crédit agricole, de Bayer, et puis de Monsanto, donc de Bayer, et puis de Lactalis ou de la centrale d'achat de Leclerc. C'est des faux indépendants, tous ces gens-là. Non, le communisme, c'est la vraie indépendance. Et puis pour les travailleurs de l'hôpital, fonctionnaires, c'est-à-dire libérés du marché du travail. C'est pour ça que la camarade tout à l'heure faisait allusion à la multiplication, aussi bien dans les CEPAM que dans les services de l'hôpital, de contractuels. En plus, au front office, il faut toujours mettre des gens, hein, le front office, c'est les métiers où on contacte avec le public. Il faut toujours mettre des gens vulnérables. Ça, la sociologie du travail a très bien montré ça. Hein, parce que les gens vulnérables, ils sont plus impitoyables avec les vulnérables qu'ils ont en face d'eux. Et donc, c'est très rare aujourd'hui qu'on ait au front office des gens qui sont absolument sûrs, qui sont fonctionnaires, qui sont absolument sûrs d'eux et qui sont en capacité d'accueillir les autres. Parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes, les autres ne leur renvoient pas le visage de ce qu'ils pourraient devenir. Ils ne paniquent pas en les voyant. Bon, enfin, ça, c'est des observations de la sociologie du travail tout à fait empiriques et tout à fait, je veux dire, validées hein, par des quantités d'enquêtes. Donc, évidemment, nos adversaires savent ce qu'ils font en ne mettant que des vulnérables au front office. Donc, et alors, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que la hausse des salaires des années 60, qui rend possible cette mutation formidable, hein, il se transforme un hospice en hôpital, avec des lits actifs, des maternités, de la chirurgie, etc. C'est là que se créent les hôpitaux locaux, hein, qui n'existaient pas du tout, ceux-là même qu'on détruit en ce moment, hein, depuis que les ARS détruisent continuellement.
Tout ça, ça se fait dans les années 60. Hein. Il se transforme un hospice en hôpital, où il se crée un hôpital nouveau. Et en commençant par les CHU. Imaginez quand même, on a démarré par ça. 58, c'est les CHU. On lie l'hôpital à l'université. L'hôpital, c'était un lieu de relégation absolue, sans aucune technologie. Ça devient le lieu central de la technologie de soins. Une mutation formidable. Cet investissement énorme, il s'en crée un par jour, j'ai oublié de dire. Un par jour dans les années 60. Cet investissement formidable, pas de partenariat public-privé, pas d'appel au marché des capitaux. Mais je le signale aussi à mes camarades qui sont pour un pôle public du crédit, pas d'appel au crédit public ou mineur. Subvention. La hausse des salaires dans les années 60, elle s'opère d'abord par la hausse des cotisations. Et l'assurance maladie est en capacité de subventionner l'investissement hospitalier. Du coup, les soignants travaillent pour soigner. Aujourd'hui, les soignants travaillent pour rembourser la dette de l'hôpital. Résultat des courses, les gestionnaires ont pris le pouvoir, les soignants ont été dépossédés du pouvoir sur leur travail, et le protocole remplace la clinique, avec des effets médicaux désastreux. C'est donc pas du tout indifférent qu'un travailleur doive rembourser une dette ou qu'il travaille pour travailler. Dans le communisme, tel qu'il se met en place en matière de production de soins dans les années 60 dans notre pays, les travailleurs ne sont pas endettés. Or, dans le capitalisme, avant même qu'ils aient commencé à travailler, ils sont endettés. Et ils vont travailler pour rembourser une dette parce qu'il y a eu une avance en capital. J'ai enseigné pendant 30 ans l'économie à l'université, je connais le catéchisme par cœur, hein, d'accord. Il faut, pour investir, il faut d'abord qu'il y ait une avance en capital. Et puis avec ça, les travailleurs vont travailler. Si le produit de leur travail est vendu, ils vont d'abord rembourser l'avance, c'est-à-dire enrichir leur maître. Dès lors que vous remboursez vos dettes d'investissement, vous ne vous libérez pas, au contraire, vous vous asservissez encore davantage. Et puis enfin, être payé, après, à la fin. Nous avons inventé tout à fait autre chose. Au début, il y a le salaire, pas à la fin, au début. La seule avance nécessaire pour qu'il y ait production, c'est que les travailleurs soient payés, puisque c'est eux qui vont produire. La seule avance nécessaire, c'est le salaire. Et avec ce salaire, on va produire les matières premières, produire l'investissement, les outils, produire les consommations intermédiaires, l'énergie, et produire les biens finaux. Tout est salaire en économie, tout. La seule avance nécessaire, c'est le salaire. Dès lors que nous pensons qu'il faut qu'il y ait d'abord une production pour qu'il puisse y avoir ensuite une répartition de la valeur, nous sommes aliénés à nos maîtres. Or, nous avons inventé l'alternative. Avec des travailleurs libérés du marché du travail et libérés de la dette. C'est le régime général de sécurité sociale des soins. C'est pour cela qu'il est attaqué si férocement. Et les camarades ont rappelé un certain nombre de ces attaques. Parce qu'il est communiste. Parce qu'il pose un tout
tout autre statut de la personne, ni soumise au chantage à l'emploi ou à la performance sur le marché des biens et services si elle est indépendante, ni endettée avant même de travailler, qui sont les deux institutions centrales du travail dans le capitalisme. Nous avons commencé à les subvertir. Qu'est-ce que ça veut dire continuer de subventionner l'investissement? Ça veut dire surtout ne pas proposer un pôle public du crédit, bien sûr. Tout crédit est mauvais. Le crédit public n'est pas meilleur que le privé, puisqu'il continue à insinuer la petite musique capitaliste qu'il faut d'abord s'endetter avant même de travailler. Subvention généralisée. Ça suppose, par exemple, de multiplier les sécurités sociales sur le modèle de la sécurité sociale du soin, sécurité sociale de l'alimentation, sécurité sociale de la culture, sécurité sociale du logement, du transport, de l'énergie. Comment cela? Abondement par une création monétaire de caisses de sécurité sociale. Par une création monétaire décidée par les citoyens. Puisqu'encore une fois, le droit à la qualification personnelle comme droit de citoyenneté, le salaire comme droit politique, ça exprime le fait que nous sommes en responsabilité de la production et donc de la création monétaire, qui est indispensable comme avance en matière de production. Mais pas avance en capital, avance en salaire. Et cette avance en salaire permet d'assurer le salaire à la qualification personnelle de tous les conventionnés par la Caisse. Et on ne va pas conventionner Carrefour, ni Massey Ferguson, ni l'agrobusiness. Nous n'allons conventionner, comme l'a fait l'assurance maladie, qui conventionne selon des critères. Nous avons toute la technique, tout est là. Nous avons déjà tout inventé comme institution du communisme possible. Il faut aller plus loin, évidemment, mais surtout l'actualiser, le généraliser. Nous allons ne conventionner que les producteurs qui ne font pas appel au marché des capitaux, qui font du bio, alors là tout ça, ça se discute, il faut voir comment, etc., etc., enfin qui ont avec la nature un rapport qui ne soit pas le rapport destructeur de l'agrobusiness. Il peut y avoir du bio parfaitement destructeur. Si Carrefour veut être le premier distributeur de bio, c'est qu'il y a anguille sous roche sur le bio, d'accord. Mais en revanche, oui, du bio, s'il s'agit, ou exprimons sous le mot bio, mais qui est un mot assez ambigu aujourd'hui, ce rapport à la nature qui n'est pas le rapport de domination prométhéen absurde dans lequel nous sommes et qui nous renvoie des zoonoses dans la gueule en effet boomerang à répétition, un rapport totalement neuf à la nature qui fait de nous des vivants parmi d'autres et en dette vis-à-vis des autres vivants, etc., pas en dette vis-à-vis du capital. Donc nous allons conventionner que des producteurs de ce type, c'est-à-dire que nous allons à supposer que cette création monétaire augmente les salaires de 500 €, le SMIC. On est tous d'accord qu'il faut passer de 1200 à 1700 € pour le SMIC. Mais on ne va pas le faire par de la monnaie qui va au compte en banque. On fait par de la monnaie qui est créée, et elle n'est pas prélevée sur de la valeur déjà créée, par de la monnaie qui va à la caisse de sécurité sociale et qui ne pourra être dépensée qu'auprès de professionnels conventionnés. Vous voyez, nous avons un outil énorme pour sortir la culture de la logique des CDN et de tous les clientélismes locaux. Nous avons
Dès lors qu'on ne va pas conventionner ceux-là, mais d'autres, d'accord? C'est les critères de conventionnement qui deviennent décisifs. Idem pour l'agriculture. Nous allons copier ce que nous avons fait pour le soin. Être communiste, c'est être inventif avec du déjà là.